À la veille de ce mois de football qui nous a offert une parenthèse dans le contexte un petit peu tendu de notre société, il est temps de faire un petit bilan de cet euro. Et pour ce format, j'ai décidé de faire 5 choses qui m'ont plu et 5 choses qui m'ont pas plu, autrement dit 5 tops, 5 flops de cet euro. Alors ce n'est pas seulement des joueurs, ça peut être des équipes, l'organisation, l'arbitrage, bref, tout un tas de trucs. Avant que la vidéo ne continue, je voudrais juste vous remercier. On a atteint cette semaine là, les 600 abonnés sur la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Ça a été une année pas très régulière, je le sais, mais j'ai aussi pour plusieurs raisons. Je vous ferai une vidéo un petit peu bilan et futur pour la chaîne au début du mois d'août. Et puis voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage. La Géorgie, c'est clairement l'équipe qui nous a fait vivre le plus de beaux moments dans cet euro, même si on n'est pas supporter en particulier de la Géorgie. Pour son premier euro, l'équipe de Willy Sagnol nous a mis des étoiles dans les yeux. Une équipe valeureuse, sans pression, qui voulait juste profiter de l'instant. Première équipe du tournoi à inscrire un but aux Espagnols, qui avaient jusque-là gardé leur cage inviolée. Et puis surtout, au-delà de ça, il y a aussi la manière de jouer de la Géorgie. Ils ne refusaient pas de jouer, ils ne refusaient pas le ballon. À chaque fois dans un espèce de 4-4-2, ils arrivaient à se projeter très vite ensuite avec les deux pointes que sont Kvaratskhelia et Mikotadze. Mikotadze d'ailleurs qui, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire juste avant la finale, est toujours meilleur buteur provisoire avec Gakpo, Musiala et Schranz. Farah n'a lui qu'un seul but mais a clairement fait du mal à toutes les défenses avec ses grosses accélérations. Et puis il faut aussi parler un petit peu du gardien, Mamardashvili. Pour ceux qui suivent Valence et la Ligue 1 un petit peu en général, vous le connaissez. Alors je le connaissais aussi pour suivre un petit peu ce championnat, mais je m'attendais clairement pas à un tel niveau de sa part. Le gardien géorgien, c'est 29 arrêts pendant cet euro, dont 9 contre l'Espagne qui a maintenu longuement la Géorgie en vie. En comparaison, Donnarumma, qu'on a pressenti au début comme un des meilleurs gardiens de l'euro, et du coup qui s'est arrêté au même stade, c'est 14 arrêts. Alors oui, je sais que en soi c'est comparé à l'incomparable parce que les défenses de la Géorgie et d'Italie ne sont pas du tout les mêmes, mais quand même ça montre l'importance qu'a Mamardashvili dans l'équipe. Alors comme je l'ai dit, juste pour votre information, au moment où je tourne cette vidéo, la finale de l'Euro n'a pas été encore jouée, elle se joue ce soir à 21 h. Mais donc je ne sais pas si la Rora a remporté ou non son Euro. Mais je pense qu'on peut déjà commencer à faire un petit bilan de l'équipe d'Espagne pour cet Euro. Mais en fait, par où commencer véritablement, parce qu'ils ont été monstrueux partout. Avec des joueurs extrêmement expérimentés, je pense à Rodri, à Morata, bon Morata, qui s'est permis quelques digressions aussi dans la presse pendant l'Euro. Mais je pense le truc qui m'a le plus impressionné dans cette équipe d'Espagne, c'est clairement la qualité de l'effectif. Et on l'a bien vu contre la France. Quant à Rodri qui sort, qui est censé être le meilleur 6 du monde, et Zubamendi qui rentre, tu te dis bon, on va un petit peu baisser en niveau et ça sera peut-être plus atteignable. Et qu'en fait le mec arrive frais et au même niveau quasiment, bah, tu sens quand même que cette équipe, elle est très bien huilée. Dani Olmo aussi, on peut en parler. Alors pour le coup, ce n'est pas du tout le même profil que Pedri, forcément c'est un profil un peu plus offensif. Mais toutes ses rentrées, et même quand Pedri s'est blessé à partir des quarts contre l'Allemagne, il a été stratosphérique. C'est un but en quart, un but en huitième, un but en demi. C'est monstrueux. La performance globale sur cette phase finale de Dani Olmo, elle est exceptionnelle. Et puis il y a les deux flèches devant, Lamine Yamal à droite et Nico Williams à gauche. Alors on ne sait pas s'ils joueront tous les deux sous le maillot du Barça la saison prochaine, mais en tout cas ils sont flambants, royal, on peut dire tous les termes, sous le maillot espagnol. Je prends l'exemple de Lamine Yamal même, mais au-delà de son but contre l'équipe de France, qui est d'ailleurs magnifique, au-delà de ça, j'ai trouvé l'Espagne très bien huilée, on va dire. Les circuits courts, quand ça part de Carvajal, Rodri, Lamine Yamal, en 3 passes et presque autant de touches de balle, tu te dis que de 1 c'est hyper bien huilé et de 2 que ça va très vite devant, et on l'a vu plusieurs fois. Et puis franchement, nous chauvins français, on s'était dit avant la demi que le Carvajal n'étant pas là, que le Normand n'étant pas là, ça allait être plus facile pour nous. Que Nenny, ils ont été beaucoup trop forts à tous les postes. On a vu Jesus Navas très bien tenir son rang, on les a dominés 15 minutes et après la machine était en marche et clairement on n'a pas pu faire grand chose et c'est mérité pour les Espagnols. Et puis franchement j'ai hâte de voir la suite pour cette équipe d'Espagne, puisque Luis de la Fuente a réussi ce que Enrique, un petit peu là où Enrique a échoué,
c'est clairement dans l'efficacité. Franchement, ça fait du bien d'avoir un mood euro, voilà. Parce qu'en termes de jeu, etc., la Coupe du Monde au Qatar, oui, elle était incroyable, mais franchement, ça fait du bien d'avoir un pays entièrement acquis à la cause d'un euro. Il n'y a eu qu'un seul petit incident jusque-là, entre supporters serbes et anglais, juste avant leur match de poule. Bon, sinon c'est tout. Entre les marées oranges qu'on avait avant chaque match des Pays-Bas, les deux supporters danois qui prennent une douche sous le déluge, la ferveur des supporters des petites équipes. En bref, c'était assez exceptionnel. Et elle est surtout symbolisée par un homme, André Schnura. Vous en avez probablement déjà entendu parler, mais c'est ce professeur de musique allemand qui a été viré de son établissement et qui depuis traverse l'Allemagne en reprenant les airs les plus connus des fans de football avec son saxophone. Il totalise aujourd'hui plus de 800 000 abonnés sur TikTok et c'est clairement la belle histoire de l'euro. Et ben mine de rien, ouais, je voulais parler un petit peu de cette équipe d'Allemagne parce que c'est une équipe qui, pour une équipe en reconstruction, c'est quand même plutôt bien débrouillé. Parce qu'on avait des doutes sur elle depuis quelques temps maintenant et que son parcours est terminé, on peut en tirer des conclusions. Franchement, le mot qui me viendrait à l'esprit, c'est rassurant. Ouais, en vrai, je suis rassuré par cette équipe d'Allemagne, parce qu'elle a montré en allant en quart de finale et en perdant de peu contre l'Espagne finaliste, qu'elle était de retour sur la planète foot et pas de n'importe quelle manière. Alors même si Toni Kroos part, l'Allemagne a de belles années devant elle, j'en suis certain. Il y a de tout, de profil dans cette équipe, et le fameux 4-2-3-1 de Nagelsmann a l'air de commencer à être vraiment bien maîtrisé par les Allemands. Faut pas oublier quand même que le dernier gros résultat de l'Allemagne dans une compétition internationale, c'était l'Euro 2016, soit il y a 8 ans. Alors je ne sais pas si on peut dire qu'être en quart de finale est un gros résultat, mais dans la manière de jouer, la manière dont ils ont géré la pression d'une compétition à domicile, tout cela me donne des bons espoirs pour la suite. Et j'ai hâte même de les voir à la Coupe du Monde 2026. Avant de démarrer les flops, je vais parler de ce qui m'a le plus impressionné dans cette équipe de France, à savoir la défense. Franchement, celui qui m'a le plus impressionné et que je dois ressortir individuellement, c'est Saliba. Même si l'équipe de France a stoppé son parcours en demi-finale contre l'Espagne, avant ce match-là justement, elle n'avait encaissé qu'un seul but sur un penalty à retirer de Lewandowski. Et franchement, pour une charnière qui se découvrait, parce que Upamecano et Saliba n'ont jamais joué ensemble, on tient peut-être la charnière sur les prochaines années. Et même sur les côtés, même si Lucas Hernandez a pu manquer d'efficacité parfois, son compère du latéral droit, Jules Koundé, a été stratosphérique. Et je veux juste, comme hommage, remettre ce commentaire sous ma vidéo de pourquoi je prenais Jules Koundé, etc. Voilà. Alors je m'attendais pas à ce qu'il fasse un aussi gros euro. Élu homme du match face à la Belgique, un euro qui rassure. Je pense qu'une place de titulaire maintenant pour Jules Koundé est incontestable pendant au moins quelques temps. Et puis l'euro de Mike Maignan a été très bon aussi, au total 16 arrêts. Des arrêts très importants comme contre le Portugal ou encore sa sortie exceptionnelle en taclant Nico Williams qui permet de garder la France dans le match. En fait, plus globalement pour moi la défense française, elle n'est pas à remettre en question. Parce que c'est le truc qui nous a permis d'être le plus, de nous maintenir on va dire le plus en vie pendant cet euro. Parce que je pense que sans cette défense ou avec une défense un peu moins forte, on aurait clairement pris l'eau dès les poules. Les champions d'Europe nous ont clairement déçus pendant cet euro. On s'attendait peut-être à les voir mieux jouer comme en 2021, où ils n'étaient peut-être pas attendus comme vainqueurs potentiels. Mais très honnêtement, et j'en ai parlé plus tôt dans la vidéo, celui qui les sauve, c'est Donnarumma. Et puis faut pas non plus oublier le but de Calafiori à la dernière minute contre la Croatie, qui leur permet de se qualifier pour un 8ème de finale. Le seul pour moi dans le jeu que j'ai trouvé positif, c'est Chiesa. Même s'il n'est pas forcément décisif, je l'ai trouvé très remuant sur son côté droit. Mais sinon, alors que pourtant l'effectif italien n'est pas en manque de qualité, ils se font sortir logiquement par une Suisse qui aurait pu être largement dans les tops aussi. Je pense en fait pour moi le problème c'est que l'Italie est en manque de leader. Bien que je n'ai rien contre Donnarumma, mais comparez-le avec la mentalité d'un Chiellini, avant, vous voyez bien que c'est plus compliqué et a sûrement pas une parole aussi forte que son prédécesseur. En bref, je ne sais pas quel sera le futur de l'Italie, parce que également attaque, pour moi ça ne m'a pas du tout convaincu. 2 buts. Voilà en 5 matchs le nombre de buts marqués par un Français pendant cet euro. Un pour André Kolo Muani, un pour Mbappé sur penalty. En fait à la base cette partie de la vidéo je voulais la dédier à Kylian Mbappé, mais je me suis dit qu'en fait selon moi, et je vais pas me faire l'avocat du diable ou quoi que ce soit, il a des circonstances atténuantes parce que je suis convaincu qu'il y a un côté psychologique là-dedans avec le PSG
c'est sûr et certain. Mais en fait moi, en passant un petit peu en revue cet Euro, toute l'attaque française est à remettre en question. Alors oui, il y a 2 CSC, un d'un Autrichien et un de Vertonghen, mais franchement, comment est-ce qu'on peut tirer autant de fois, de cadrer si peu, et de finir des actions comme ça? Alors oui, il y a un manque de réussite, peut-être, mais dans l'animation offensive, il n'y a pas celui qui doit créer les occasions, ce qu'aurait dû faire Griezmann. Le seul que j'ai vu réussir à faire ça, c'est Barcola sur cette entrée. Barcola est, je pense, allez, avec un petit peu Kolo Muani, le seul qui a été à la hauteur dans cet Euro. Alors, est-ce que c'est une coïncidence par rapport à leur temps de jeu plus réduit qu'un Mbappé ou qu'un Dembélé au PSG? Peut-être, mais clairement les autres n'étaient pas au niveau en tout cas. Et comme je disais, mais je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais pour moi Mbappé, c'est pas surprenant son Euro. On a vu la fin avec le PSG, il est sur sa lancée, et je pense qu'au vu de ce qu'on peut entendre, il y a quand même quelque chose de mental là-dedans. Et pour le coup, j'en veux peut-être plus à Deschamps sur la globalité que pour Mbappé. J'ai défendu énormément Deschamps dans mes vidéos d'après 2022, quand elle a été prolongée. Là, j'avoue que ça fait plusieurs fois que la France ne joue pas bien et qu'il n'y a pas forcément de remise en question, et que sa stratégie de tout mettre sur Mbappé, ça avait été révélé par l'équipe. Est-ce que ça a été le cas? Je ne pense pas non plus, parce que j'ai pas ressenti ça en tout cas dans le jeu. Quand même, ça me semble compliqué de donner les clés d'une équipe à un joueur qui sort d'une fin de saison catastrophique. Alors côté Marcus Thuram, c'est très bizarre pour moi. Parce que franchement, pour avoir vu certains matchs de l'Inter Milan, c'est 15 buts et 14 passes D en 46 matchs. Donc décisif 2 fois tous les 3 matchs. C'est énorme. Et là, le voir à un tel niveau de jeu, j'avoue que est-ce que lui aussi est complètement cramé physiquement? Franchement, je suis contre le débat de dire oui, c'est parce que c'est le fils de Lilian. Non, c'est pas parce que c'est le fils de Lilian. Sinon, il aurait pris Kefren aussi. Mais franchement, le niveau de jeu qu'a affiché Marcus Thuram cette année en Italie et son niveau de jeu là avec la France, il est à l'opposé. C'est l'inverse de Kolo Muani, j'ai envie de dire, qui est catastrophique avec le PSG et qui est plutôt bon avec l'équipe de France. Alors oui, pour Thuram, on peut peut-être dire que oui, il joue à 2 pointes avec Lautaro en club. Est-ce que c'est peut-être ça? C'est peut-être ça, effectivement. Enfin, pour moi, un joueur de ce calibre-là doit pouvoir s'adapter avec une seule pointe, à un jeu avec une stratégie avec une seule pointe. Et puis pour terminer sur une bonne note, je voulais rendre un dernier, on va dire, hommage à notre Giroud national qui tire donc sa révérence. 137 sélections, 57 buts, numéro 1 dans le domaine, vous le savez. Merci Giroud pour tous ces bons moments et passe un petit bonjour à Hugo Lloris, à LA, de notre part. Alors très rapidement, le niveau de jeu de certaines nations. En fait, pour moi, ce titre, il engage un petit peu un autre débat et je pense que je ferai une vidéo là-dessus à un moment sur le physique des joueurs. C'est qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans cette société de football où toujours plus de matchs, toujours plus de trucs. Et il faut quand même qu'on se rende compte, et alors, je sais qu'ils ont la belle vie, je sais, mais je pense qu'aujourd'hui, les athlètes ne sont plus du tout entendus par les instances et ne sont plus du tout écoutés. Quand tu sais que là, l'année prochaine, il y a encore une Coupe du Monde des clubs, ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, ça là, c'est faire de l'argent pour faire de l'argent, ça n'a plus de saveur. Enfin, franchement, pour ce sujet-là, je vous conseille l'interview de Raphaël Varane sur Canal+ au moment d'annoncer sa retraite internationale, parce que pour moi, elle veut tout dire. Mais franchement, ce surdosage, quand tu vois que Griezmann est complètement cramé physiquement, quand même Mbappé est complètement cramé, enfin, ils sont tous plus ou moins cramés, même dans les autres nations. Quand tu vois un Phil Foden, quand tu vois je sais pas, un Bellingham même qui fait pas un si grand Euro que ça, ils sont tous cramés physiquement. Mais bref, je pense que ce sera le sujet d'une autre vidéo que je ferai peut-être dans le futur. C'est une des idées de vidéo que j'ai à faire, c'est, je pense, quelque chose qui demande beaucoup de travail et de renseignements à droite à gauche. Donc je pense en faire une vidéo un de ces 4. En fait, je me permets de le mettre ici parce que sur la chaîne et sur la globalité, j'ai pas forcément évoqué mon point de vue moi sur tout ça, surtout sur l'arbitrage moderne, on va dire. Parce qu'en soi, il n'y a pas forcément eu de gros scandales d'arbitrage pendant cet Euro, mais il y a encore et toujours un manque de clarté dans les décisions. Enfin, c'est bête, mais lors d'Angleterre-Pays-Bas, l'arbitre se tire directement dans les vestiaires après les décisions prises. Et bah, c'est pas possible à ce niveau-là de ne pas être clair.
Je pense que ça fait 10 ans qu'on demande la sonorisation des arbitres. Est-ce que ça va arriver ou pas? Je ne sais pas, je l'espère au plus vite. Parce qu'à un moment, on en a marre d'avoir un scandale tous les matins à cause de la VAR. Et autre chose, j'ai considéré un petit peu comme extrême le fait de mettre un carton jaune à quelqu'un qui venait parler à l'arbitre qui n'était pas capitaine. Alors, pourquoi extrême? Je suis d'accord avec le fait que ça peut éviter les regroupements autour de l'arbitre, etc. Tout ça, d'accord? Mais quand c'est un joueur qui est concerné, on va dire, par l'action, je pense notamment à un carton qui avait été distribué à Théo Hernandez sur une faute qu'il fait et auquel il n'est pas d'accord. Quand il va vers l'arbitre pour demander des explications avec l'arbitre sans rien lui mettre directement un carton jaune, bah alors je peux comprendre le point de vue de certains qui diront oui bah c'est l'arbitre, il est au-dessus de tout. Il peut y avoir un dialogue quand même entre les deux, entre le mec qui fait la faute et l'arbitre. Tu peux discuter pour moi avec l'arbitre, tu n'as pas le droit de l'insulter, tu n'as pas le droit de contester en long, en large, en travers. Mais pour moi, tu dois quand même pouvoir discuter avec lui. Et puis bon, après, franchement, il y a toujours ce débat éternel des mains, avec de toute façon cette fameuse phrase qui, je pense, survivra dans toute l'histoire du football. On a sifflé pour moins que ça. Voilà. Ah là là, les Belges. Bon, très honnêtement, ils n'ont pas eu de chance sur un point. Lukaku avec ses 3 buts refusés pendant la phase de groupe. Mais au-delà de ça, et on l'a vu contre la France, c'est aussi très compliqué en termes de niveau de jeu. Là, on arrive à la fin d'une génération dorée, même si De Bruyne refuse d'utiliser ce terme. Bah, lui, Lukaku, etc. sont plus proches de la fin que du début. Et puis pour la première grande compétition du sélectionneur Tedesco, on peut pas dire qu'il a vraiment convaincu. Alors autant les cracks de la jeunesse comme Doku se sont bien montrés, mais sinon le reste on les sent vraiment sur la fin. Comme je l'ai dit, des grosses difficultés à se qualifier dans un groupe qui restait pourtant très largement abordable, avec la Slovaquie, la Roumanie et l'Ukraine. Ils se qualifient d'ailleurs contre ces derniers dans un match assez bizarre où l'Ukraine n'y a pas vraiment cru. Et puis bon, il y a ce 8ème de finale où c'est un massacre contre la France, d'un côté comme de l'autre, avec un contre sur coin de Vertonghen, qui d'ailleurs a pris sa retraite internationale sur ce. En bref, la Belgique va devoir commencer la post-génération dorée, puisque Lukaku, Carrasco, même je vais prendre plus globalement Hazard, vont devoir céder leur place à une nouvelle génération, et Dieu sait s'il y a des cracks comme Bakayoko, Openda, Doku. Bref, voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est la dernière vidéo de cette saison 2023-2024, une saison pas très régulière, je vous l'accorde, et même je m'en excuse. Mais je ferai une vidéo plus globale pour vous expliquer dans quelques mots, je ne vais pas vous raconter ma vie parce que c'est pas intéressant. Mais voilà, de pourquoi du comment et de aussi la chaîne qui va sans doute un petit peu évoluer l'année prochaine. Voilà, j'ai envie de faire pas quelque chose de nouveau, mais de recentrer pour moi ce que je fais sur cette chaîne YouTube et ne pas un petit peu partir dans tous les sens comme j'ai pu faire cette année. Voilà, merci à ceux qui m'ont suivi, merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. C'était tout, c'était Marc, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao.